qui est niveau MVP. Ça va? Comment ça va? Ça va et toi? T'as l'air tout souriant, t'as l'air heureux. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, bien sûr, je suis content, hein? Thomas, Mbappé, il a signé au Real. Tu veux me tuer d'entrée, toi. Bah Tu veux ouais, me mon tuer tonton, d'entrée. hein? Ça y est, t'es content, Mbappé, il a signé. Ça C'est y est, c'est fini. fini, c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, on passe à autre chose. Ça y est, enfin. Il était temps. Ah, je me devais de te charrier sur ça, Thomas, c'est Ouais, non, c'est normal. normal, c'est normal. C'est C'est le normal. jeu. Non, sans trêve de blague, on a une journée énormément chargée, une soirée déjà et une vidéo énormément chargée et un live surtout aussi, avec beaucoup de choses à dire sur ce live et sur la MLS parce que la semaine dernière, on a eu deux journées en une, donc la week 17 et la week 18, ce qui fait qu'on a beaucoup de choses à débriefer. Et je pense qu'on on va pas prendre tout de suite de pincettes, on va y aller direct, hein, Thomas. Tu peux envoyer le sommaire, je pense, parce que il y a des trucs à dire. Alors attends, il faut juste que j'ai le sommaire sous les yeux de mon côté. Voilà. Donc d'abord, les news avec des arrivées et des départs. On vient d'avoir deux grosses news qui sont tombées transfert, mercato. On va pouvoir l'évoquer vite fait. Donc avec une grosse arrivée pour l'an prochain et un potentiel départ, c'est pas encore fait. Puis aussi, on va parler du coup des news. Dans l'autre partie des news, on va parler des matchs qui se sont déroulés mercredi, des matchs qu'on n'a pas mis en analyse, mais qu'on voulait quand même parler vite fait par leur performance. Et ensuite, on va parler de l'Inter Miami. On va analyser un peu leurs deux matchs de la semaine avec une défaite et une victoire. C'est Donc, pour ça que t'as mis le maillot de l'Argentine, du coup? non, c'est juste que j'étais à la salle tout à l'heure et Tu fais que le dos et les voilà. pecs. Non, j'ai fait le dos. Non, mais c'est puisqu'il est bien ce maillot, il est beau, je trouve. Et puis oui, forcément, on va parler de Messi et d'Argentine, donc ça va être sympa. Et puis donc du coup contre une défaite et une victoire. Et ensuite, on va parler aussi du New York Red Bulls qui enchaîne bien avec deux victoires consécutives et qui est sur une bonne forme malgré la défaite dans le derby face à New York City il y a 2 semaines de cela. Euh, c'est parti, Thomas. Tu peux lancer direct la première news. Hein. La première news. Alors, on va parler de ce qui a marqué et ensuite on parlera de ce qui est tombé cette soirée. Donc d'abord, Atlanta, c'est tout frais. C'est il y a pas longtemps, se sépare de son coach Gonzalo Pineda après la défaite contre Charlotte. Donc c'est arrivé dimanche ou même pas lundi. Ça Lundi, arrivait, ouais, si. ça arrivait lundi, ça arrivait. Voilà. Donc aujourd'hui. Il était le coach donc de Atlanta depuis août 2021. Il avait un bilan de 38 victoires, 40 défaites et 29 nuls. Bon, un bilan équilibré en termes de victoires-défaites. Mais je pense que les dernières défaites et les derniers rebonds, mauvais rebonds malheureusement de Atlanta, ont précipité sa chute parce que ils avaient très bien commencé leur saison et puis l'an dernier ils les amènent en playoff normal vu l'effectif. Et là, catastrophique depuis, hormis la victoire contre, un peu, peut-être surprise contre l'Inter Miami, un peu catastrophique Atlanta. Et du coup, ça nous étonne pas tellement qu'il le vire. Je pense que c'est juste pour histoire de se reprendre cette année parce que j'ai l'impression qu'ils sentent le départ de Giacomakis, plus potentiellement à la fin de l'année, on espère en tout cas pour Atlanta à la fin de l'année. J'allais dire scolaire, la fin de la saison plutôt, le départ de Thiago Almada et donc ils ont peut-être envie d'aller chercher un titre, c'est maintenant ou rien, j'ai envie de te dire. Non, c'est un move qui n'est pas surprenant. On sentait Atlanta un peu en difficulté dans le jeu notamment. On voyait beaucoup que ça passait par ses stars, hein, par Giacomakis et Thiago Almada. Il y a eu énormément d'absences de leur part aussi. Et Pineda n'a jamais réussi à trouver la bonne formule pour permettre à cet effectif de proposer un jeu correct. Et les résultats de Atlanta ne sont pas au niveau des espérances placées en eux quand on démarre la saison. Donc ça, c'est très logique de le voir quitter le club et de se faire virer pour lancer peut-être quelque chose, insuffler quelque chose de nouveau à cet effectif. Mmh.
C'est sûr. On passe maintenant à Austin, qui s'active aussi sur le marché des transferts. Ils arrêtent pas. On sent qu'ils veulent créer quelque chose aussi cette année. Le club texan donc vient d'officialiser l'arrivée de 2 recrues. La première en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est l'ailier ghanéen Ousmane Bakary pour 8 millions de dollars. Son contrat expirera donc en 2027 avec une année en option. Mais on a aussi Mikel Dessler qui, ça vient d'arriver aujourd'hui, qui signe à Austin en provenance du TFC en Ligue 1 pour un contrat identique à celui de Bakary. On n'a pas encore la somme, mais le Danois signe désormais dans le Texas. C'est intéressant quand tu sais qu'en plus ils ont, alors à voir, je sais pas encore pour le moment, personne n'a été officialisé en tant que DP, hein, si je dis pas de bêtises, Thomas. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que Bakary, du coup, je crois que lui a une place de GP, mais qu'il leur reste encore une place. Mais qu'il leur reste encore une place. De toute façon, ils en ont libéré une avec le rachat de contrat de Riussi. Ouais, de Riussi. Donc il leur reste encore un spot. On en parlait justement sur l'émission précédente. On disait que justement, avec ces mouvements-là, Austin se crée de la place pour être agressif sur le marché des transferts. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils se sont renforcés offensivement avec l'arrivée du Ghanéen, et ensuite tu t'améliores également en défense centrale avec l'arrivée de Mikel Dessler, qui est un très bon joueur de notre Ligue 1, un joueur très solide, un joueur d'expérience, donc de l'expérience pour la défense de Austin, ça ne fait pas de mal. Et ça va leur faire du bien, hein, ça c'est sûr. C'est clair que c'est un très bon move de la part d'Austin, ça va leur faire du bien. Enfin, tu avais noté que Emmanuel Reynoso donc quitté Minnesota pour le club mexicain de Tijuana. Coup dur quand même pour Minnesota, hein, qui perd un bon joueur qui avait prolongé l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Non, justement, ils essayaient de le faire prolonger, ils lui ont proposé plusieurs fois des prolongations. C'est ça. En vain, mais je pense que c'était inévitable, inéluctable, dans le sens où on sentait que... Il valait mieux le vendre. Ouais, c'était un peu difficile de le conserver. Il avait des attitudes un peu particulières, c'était difficile à cadrer pour les dirigeants de Minnesota, donc je pense que bon, il était temps aussi de passer à autre chose et de permettre aussi au nouveau coach de Minnesota d'avoir son effectif 100% concerné avec lui, et pour entamer ce virage avec Ramsey. C'est clair que vaut mieux des fois se séparer d'un cadre qui rentre plus dans les projets ou qui est plus envie d'être dans le club pour repartir de l'avant, quoi, avec des joueurs concernés, en tout cas qui veulent être concernés. C'est ça. Du coup, les 2 news qu'on voulait aborder et qui sont tombées là en préparant l'émission là juste avant, c'est la première, ça se concerne San Diego avec Gonzalo, non pas Gonzalo, Irving Lozano, merci. J'allais dire Irving. Oui. Non. Mais c'est Irving Lozano. C'est Irving Lozano, ouais. Voilà ça. Qui, donc, le joueur du PSV, le Mexicain, qui va signer, normalement, dès 2025 du côté de San Diego. Enfin, ils ont une grosse recrue. Sachant San Diego. Beaucoup de rumeurs, on dit énormément de rumeurs aussi à propos de Marco Reus. Qui ils allaient signer, Marco Reus, Sergio Ramos, on a eu plein de rumeurs, là Sergio Ramos, ça peut se faire, hein. Ça se matérialise, mais là ça se matérialise officiellement, on va dire, avec l'arrivée de Lozano, qui a quand même reste un joueur de qualité. Il n'a pas réussi à avoir le niveau qu'on lui prêtait en Europe, notamment lors de son passage à Naples, où ça a été quand même assez compliqué de confirmer. Très décrié, ouais. Il a fait des bonnes choses, mais il a été décrié aussi. Mais voilà, là je pense qu'en MLS, en plus San Diego, ça reste quand même un endroit assez hispanique. Mais c'est ça, en fait, c'est surtout qu'il y a la vibe San Diego, l'hispanique, à côté du Mexique, littéralement là. Donc, en fait, c'est l'endroit parfait pour une star mexicaine qui est Irving Lozano. Donc ça c'est clair. Et puis on avait évoqué, tu sais, le cas San Diego avec leur philosophie, qui voulait une philosophie à l'Ajax. Exactement. Mais aussi avec le centre de formation qu'ils voulaient développer, mais également une identité propre aussi à la ville de San Diego et de ce qu'elle représente aussi pour voilà. certains marchés.
Donc c'est le transfert parfait. À ce niveau-là, j'ai l'impression. Je me rappelle que sur notre émission précédente, on en avait parlé. On parlait également, pourquoi pas, d'un Carlos Vela. Et oui. Carlos Vela, ça se rapproche aussi de la star mexicaine qui rentre parfaitement dans le moule San Diego. Ouais, parce qu'il a réussi à le faire du côté de la AFC, donc il pourrait très bien le faire du côté de San Diego. Il est pas encore très très vieux, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est une superbe nouvelle, mine de rien. Et ensuite, on aura malheureusement, probablement, le départ de Georgios Giacomakis cet été avec le club de Cruz Azul, le club mexicain justement, qui a, en tout cas, s'est mis d'accord avec Georgios Giacomakis là ce soir pour un transfert. Maintenant, il reste à voir si le club de Atlanta est cédeur et est vendeur plutôt, il veut le céder. On parle d'un transfert autour de 10 millions de dollars. À voir. Ça serait dommage quand même pour Atlanta parce qu'il aura fait qu'une saison, une saison et demie au final. Il aurait été très bon et ça serait dommage de pas le garder en tout cas. Et c'est surtout dommage si jamais il part de ne pas réussir à avoir capitalisé sur le joueur et sur sa qualité devant les buts. Parce qu'au final, même si individuellement et statistiquement, Giacomakis a fait une très belle saison, au niveau résultat et au niveau collectif, Atlanta n'a pas réussi à aller loin en play-off. Donc ça reste quand même un échec pour Atlanta. Ça c'est clair. On va passer, on a fini les news Thomas. On va passer du côté de ce qui s'est passé mercredi, c'est ça? Alors attends, voilà, j'ai cherché la slide, le résumé de la week 17, merci. Donc, le premier truc qu'on voulait aborder, c'est parce que ils ont pas joué ce week-end-là Cincinnati, il y avait 4 équipes qui ont pas joué, même pas 6 je crois il me semble, notamment Columbus. Ah d'ailleurs, attends, je suis un fou, on a oublié de parler de Columbus. C'est vrai qu'on a dit qu'on en parlerait, vite fait pour terminer sur cette news-là. Ils ont joué la finale de la Champions Cup face à Pachuca au Mexique donc. Et malheureusement, ils se sont inclinés comme le LAFC l'an dernier. Ils se sont inclinés lourdement sur un score de 3-0. Les hommes de Wilfried Nancy n'ont pas réussi à gagner cette coupe d'Amérique du Nord. C'est un peu dommage. On avait des espoirs quand même sur cette équipe, cette coupe. Mais bon, ils vont y arriver la prochaine fois, l'an prochain. C'est l'apprentissage, on dira que c'est l'apprentissage des grandes compétitions et des matchs à fort enjeu. Une finale, c'est toujours différent que de jouer sur plusieurs journées, sur plusieurs mois. Ça aurait été beau quand même que Wilfried Nancy nous ramène un titre intercontinental comme ça aurait été incroyable. Du coup, on va parler de la week 17. Donc, Cincinnati qui n'a pas joué ce week-end a joué la semaine dernière, dans la semaine, pardon, et s'est incliné sur sa pelouse en plus, face à Nashville. Un résultat assez surprenant pour Nashville qui est toujours avec son coach intérimaire. On rappelle, alors attends, il faut juste que je retrouve, je n'ai plus de nom là, le coach intérimaire. Tu l'as de tête? Ah non, de tête je l'aurais pas. En plus, il a un nom composé. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Attends. Je l'aurais pas de tête. Je vais aller chercher ça. T'inquiète pas. Mais du coup, oui, ils sont inclinés. Cincinnati, ils étaient sur une série de 12 matchs, 7 matchs, 7 victoires consécutives. 7 victoires consécutives, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Donc c'est assez bluffant et s'incliner comme ça à domicile. Face à une équipe de Nashville qui renaît un peu sous son nouveau coach, c'est assez fou. On s'y attendait pas forcément, mais on se dit que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent ce scénario qui se répète. Une équipe qui est totalement en forme. J'ai trouvé, Rumbani Muntali. Bon voilà, Rumbani Muntali du coup. Souley Muntari. Et du coup, je disais que c'est souvent ce scénario-là. C'est souvent... quand tu fais une grosse série, tu bats un record, c'est souvent face à l'équipe où on s'attend le moins à ta défaite que la série se stoppe. Donc c'est ce qui s'est passé pour Cincinnati, malheureusement pour eux. Et puis faut féliciter quand même Nashville. Nashville, comme tu as dit avec Muntali. Ouais. Muntali qui revient, qui reprend cette équipe. Forcément. Qui est chaud en deuxième mi-temps, très chaud. Forcément, les cartes sont rabattues, donc il y a des joueurs qui peut-être veulent se montrer plus.
Donc ça a eu le coup de fouet escompté, je pense, quand on a décidé de se séparer du coach côté Nashville. Avec Schaffelberg qui s'est bien relancé, Mukhtar, Bunbury, il fait confiance quand même toujours à la même attaque quasiment, mais par exemple il a relancé un Muil, ça a donné même, et on peut dire vite fait la semaine, ce week-end, ils ont fait un match nul un peu, non ils ont perdu contre la Nouvelle-Angleterre, c'est ça, Ouais. mais c'est pas passé loin, ils ont fait une fin de match assez folle, ils ont eu plusieurs occasions et c'est pas passé loin. On sent que Nashville quand même se reprend avec ce nouveau coach, en tout cas pour le moment. C'est que sa première défaite. Ouais. On va passer du coup à Portland. Portland, eux aussi se relancent. On se rappelle, il y a 3 semaines, on était assez choqués parce que Portland était passé de la première place à la dernière en l'espace de quelques semaines. Maintenant, ils reviennent enfin à la 9e place du classement, donc premier playoffable, on va dire, premier barragiste pour les playoffs. Et deuxième barragiste, je dis des bêtises. Et surtout, ils ont réussi à s'appuyer sur un duo de GP vraiment complémentaire entre Evander et Christian Rodriguez, qu'on en avait parlé, le joueur qui arrive en provenance du Mexique, et pour le moment bluffant. Et puis on retrouve enfin ce qui avait fait la force aussi de Portland, hein. Evander en tête de gondole, on sent vraiment que c'est lui le meneur de jeu et que c'est lui qui a les clés du camion. On a aussi un Anthony toujours aussi percutant et dangereux sur son côté, donc non. C'est pas Christian, c'est Jonathan Rodriguez, excuse-moi, je dis des bêtises. Mais ouais, on retrouve la force principale de Portland qui est l'aspect offensif, c'est clair. Ça c'est sûr. Et puis le Rodriguez, cet Uruguayen qui arrive en provenance du Club América, lui il a joué pour au moins 13 matchs avec Portland, 6 buts, 4 passes décisives. C'est pas mal, hein, dont les 2 derniers matchs il met 1 but, une passe décisive. Ça c'est complémentaire, c'est clair. Et il fallait un joueur comme ça pour Evander. C'est clair que oui, sur l'aspect offensif, t'avais un Anthony qui est vraiment ce joueur de percussion, ce joueur de 1 contre 1 sur le côté. T'avais Evander, le réel meneur de jeu, mais il manquait peut-être ce mec avec qui il pouvait combiner. Et c'est exactement ce que Rodriguez est en train d'apporter dans le jeu de Portland. Et c'est bon pour Neville, hein, qui capitalise dessus pour replacer Portland un peu là où elle devrait être. Dernière question, juste Thomas sur Portland. Est-ce que du coup tu y recrois à Portland en playoff avec Seth et aux hommes de Phil Neville du coup? Bah, c'est compliqué parce qu'on sait que la MLS c'est un championnat quand même assez spectaculaire. Il y a beaucoup de buts, les défenses c'est pas non plus les meilleures défenses qu'on ait pu voir. Donc si on se base sur leur force offensive, je dirais que oui, ils auront plus tendance à marquer ce but de plus par rapport à l'adversaire, donc je les vois quand même se raccrocher au wagon pour une qualification directe pour les playoffs. Ok, intéressant. En tout cas, Portland, c'est une des équipes qu'on va suivre et qui nous intéresse. Je pense que curieusement, tu vois, avec ces joueurs un peu attirants, ça c'est clair. On passe au 3e point de la Week 17, du LAFC du coup. Le LAFC qui est toujours invaincu, donc mercredi qui a gagné face à Minnesota à domicile. Alors sur la plus petite démarche, si je dis pas de bêtises, hein. Je retrouve 2-0, ils ont gagné 2-0. Ah oui, c'est ça, avec un but de Denis Bouanga et une passe décisive de Denis Bouanga pour un but de Mathieu Bougouche. Voilà, notre Stéphanois préféré, on va dire, hein, de MLS. On l'a retrouvé partout, hein, on peut le dire, on peut en parler, vu qu'ils sont montés hier. Non, franchement, je pense que Bouanga est impressionnant, et du coup, LAFC surtout a mis fin à une série encore de 7 matchs de Minnesota, 7 matchs sans défaite de Minnesota. Et puis surtout, c'était un rival direct, il fallait gagner. Et 2e match consécutif à domicile aussi, ce week-end, l'AFC a remporté la victoire face à Dallas sur la petite des scores, 1-0. Mais encore une fois, un match maîtrisé à domicile. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on peut dire de la force du LAFC à domicile? C'est vraiment une équipe transformée.
C'est le cas déjà depuis 2 saisons. Déjà Oui, depuis au moins. deux saisons où on sent qu'il y a une équipe du LAFC à domicile et une équipe du LAFC qui se déplace à l'extérieur. Je rappelle les stats. Hein. Là, c'est la première équipe de la Ligue à domicile. Ils sont en 9 matchs, 7 victoires, 2 nuls pour la IFC. Et comment on pourrait l'expliquer? Je dirais que ils arrivent à mettre de l'intensité, à surtout avoir des espaces. Et ils ont cette force de percussion qui est illustrée par un Denis Bouanga qui est intenable, qui n'a de cesse de toujours créer le danger. Que ce soit en percussion, que ce soit sur un centre, que ce soit sur des frappes de loin, parce qu'ils tentent énormément de frappes de loin. Ils ont une belle qualité de tir lointain, cette équipe de l'AFC. À ça, tu rajouteras sans doute cet été un Olivier Giroud en plus à la pointe de cette attaque-là. Je pense que c'est clair. Tu commences à être ultra complet et à avoir un champ des possibles qui est très très intéressant et dangereux pour les potentiels adversaires du LAFC, notamment en play-off, où on sait que si jamais ils réussissent à choper l'avantage du terrain sur les matchs, c'est un détail qui peut être très important et qui peut jouer sur la fin. Les stats partent d'elles-mêmes aussi, Thomas. C'est la meilleure équipe à la différence de but à domicile. C'est la meilleure attaque hormis Miami, à domicile de la Ligue. C'est la meilleure défense de la Ligue à domicile aussi. Hormis aussi, il y a des équipes qui ont joué 2 matchs en moins, donc forcément ça y fait, mais tu vois, mais sinon seulement 6 buts encaissés en 9 matchs, avec mine de rien aussi un Hugo Lloris qui prend ses marques, 7 clean sheets déjà cette saison, c'est le meilleur ratio de la ligue, avec le gardien de Charlotte, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment une équipe qui commence à bien se mettre en place, et derrière. Et puis même maintenant ils sont placés deuxième, si je dis pas de bêtises. Ils continuent à gagner face à leurs rivaux directs. Donc c'est intéressant. On le disait que cette équipe de l'AFC elle était encore en rodage et elle était encore en train de se chercher au niveau de son effectif des joueurs, parce qu'on a eu quand même des gros départs en début de saison. On sentait que voilà, il y avait peut-être une page qui était en train de se tourner et qu'il fallait entamer un nouveau cycle côté LAFC. Et on se rend compte que petit à petit les choses rentrent dans l'ordre et que toutes les choses se mettent en place. Et que le LAFC est logiquement une des meilleures équipes de la ligue. Et elle est en train de le montrer sur le terrain et au niveau des résultats. D'ailleurs, c'est vrai qu'on compare souvent notre LAFC, nous c'est notre Real de Madrid de la Ligue. C'est vrai qu'on compare souvent comme ça, on est d'accord. Ouais, l'année dernière c'était vraiment la comparaison. C'était la pure comparaison, mais du coup tu disais que c'était un fin de cycle. Finalement cette année il continue de repartir. Et est-ce qu'on n'aurait pas un Kylian Mbappé qui arrive au LAFC cet été avec Giroud, tu vois? Proportion gardée, en vrai, ça reste quand même une superstar qui arrive du côté. C'est ça, bien sûr, toute proportion gardée, faut voir le contexte. Mais... Et puis aussi, dans les gros clubs, moi j'ai tendance à dire que les saisons de transition n'existent pas et que tu seras toujours attendu et tu devras toujours avoir des résultats quand tu es un grand club. Pour moi, Real Madrid, Barcelone, ce genre de club, pour moi, les saisons de transition n'existent pas. Tu dois toujours être au top et essayer de remporter des titres. C'est exactement la même chose pour le LAFC. Ça reste vice-champion en titre, champion il y a 2 ans. Forcément, tu es en attente d'une certaine excellence. Exigence pour le LAFC, donc la comparaison avec le Real Madrid prend tout son sens. C'est sûr. Enfin, on va vite fait parler d'eux. Donc il y a Salt Lake, c'est vrai qu'on a mis Chicho Arango qui continue de cartonner, c'est quelque chose. Ils ont fait 12 matchs puis 13 matchs du coup cette semaine, invaincus sur une série en tout cas. Et puis ils restent premiers de leur ligue, de leur division, leur conférence, cherchez le mot. Et ils ont encore mis un carton avec la victoire 5-1 de Salt Lake, un triplé de Chicho Arango, un but du milieu de terrain exceptionnel. Elle roule
Et on va en parler peut-être après, je t'en parlerai pour autre chose, mais elle roule. Enfin, de toute façon, il va falloir qu'on parle aussi de nos favoris, mais c'est une équipe qui roule sur tout le monde. Hein. Elle est difficilement arrêtable. Hein. En ce moment, je pense qu'ils sont, ils sont dans la zone entre guillemets. T'as l'impression que leur force de frappe offensive, elle est démentielle, que ça peut venir de partout, ça peut venir de n'importe quelle manière. En ce moment, je pense que c'est mieux de ne pas affronter Salt Lake tout de suite et de peut-être attendre de les jouer quand peut-être ils auront une période de moins bien, parce que là je te jure, là en ce moment il y a vraiment rien à faire, c'est valise sur valise, but sur but, des buts spectaculaires, des buts dans la surface, et vraiment comme je te dis, c'est la palette des buts, elle est totalement folle et impressionnante. Ils sont tellement complets partout. Et puis en fait, c'est surtout Chicho Arango qui, mine de rien, est un ancien joueur du LAFC. Hein. Et on rappelle qu'il est champion Arango avec le LAFC. Il est dans la forme de sa vie. Il a vraiment retrouvé, c'est la superstar de là-bas. C'est la superstar du championnat maintenant. Il est en mode MVP et ça va être dur de le décrocher, hein, de le décrocher de ce nuage-là en tout cas. On en parlait la semaine dernière quand on demandait pour nous qui pourra être MVP. On disait que bon, Messi, de par ses stats, voilà, et de par aussi l'aura du joueur, forcément il fait partie des candidats. Mais je te disais justement que si Chicho Arango il fait une saison à 35 buts et 20 passes, plus de 20 passes décisives aussi, et que Salt Lake réussit à glaner à finir premier de sa conférence, franchement, le débat peut être plus qu'ouvert en tout cas. Et on se rappelle, c'est vrai qu'on parle d'équipe en forme. Je regardais s'ils allaient réaffronter l'Inter Miami, et malheureusement ils affronteront pas, enfin heureusement pour eux, mais du coup ils affronteront plus l'Inter Miami de la saison. Et on se rappelle qu'ils les ont affrontés en ouverture, hein. Pour le premier match de la saison, ils s'étaient inclinés à Miami. C'est du coup encore plus une bonne chose, parce que c'est peut-être l'une des seules équipes à pouvoir les battre à l'heure actuelle, tu vois. C'est dommage pour nous pour le spectacle. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Dommage pour nous parce qu'on aurait bien aimé. Mais tant mieux pour eux. Mais c'est sûr. Oui. Parce que voilà, ils sont en forme les deux, ça aurait été sympa. Enfin, on va parler vite fait du LA Galaxy, donc qui s'est imposé à Dallas sur la plus petite démarche. Attends, non, je crois qu'ils ont gagné un peu plus. Donc c'était LAFC qui s'est imposé que 1-0. LA Galaxy, ils ont fait quoi, 3-1, voilà, face à Dallas. Et derrière, ils sont inclinés, par contre, contre Chicago. Ça a été une défaite surprise à Chicago, qui a relancé un peu Chicago, un peu inespéré pour eux. Un but de, comment il s'appelle, Gutiérrez, qui est incroyable. Voilà. Et Kuipers, vrai, mine de rien, vrai finisseur. Ouais, vrai numéro 9, j'ai envie de te dire, un peu, genre, il disait d'ailleurs, vraiment bien placé, un peu à la Pippo Inzaghi, tu vois. Renard des surfaces. C'est vraiment un joueur de surface, ouais, c'est ça. Donc juste pour dire, LA Galaxy, c'est dommage, avant cette journée de samedi, c'était replacé à égalité avec le LAFC, deuxième et troisième, les deux Los Angeles. Donc bon, ils redescendent d'un cran, ils se sont fait dépasser du coup par Minnesota, qui a gagné ce week-end. Mais ça peut, on voit qu'ils sont quand même en forme. Ils vont avoir des couacs à certains moments, mais en soi, quand le 11 titulaire ne bouge pas, c'est une équipe ultra compétitive. Une équipe ultra compétitive, oui. Et surtout, moi, je voudrais mettre l'accent sur les recrues. Hein. Les recrues qui performent, notamment Gabriel Peck, qui au début de saison, quand même, a eu un peu de mal à tout de suite se fondre dans le collectif du Galaxy et être décisif. Là, sur les derniers matchs, je trouve que c'est vraiment un genre métamorphosé et qui a, même s'il loupe le péno quand même. Il a pris le relais d'un Pencil. Ah, t'as bugué, Romain, je te vois plus. Bah, Romain il a quitté. Attendez, il y a eu un petit. Bah oui, Romain il était parti. Ouais, désolé, ça m'a quitté tout seul, j'ai pas compris. Ah d'accord, bon bah c'est pas. Ouais, excuse-moi. Je disais du coup qu'il a un peu pris le flambeau d'un Pencil qui s'est un peu essoufflé après son début de saison en boulet de canon, donc c'est très complémentaire côté Galaxy, et puis t'as Riqui Puig dans tout ça qui rayonne toujours autant par sa qualité technique et aussi son volume de jeu, donc pour l'instant côté Galaxy
On s'attendait pas aussi à avoir une aussi belle saison de leur part, donc on va pas bouder notre plaisir de les voir aussi bien classés dans la conférence. C'est vrai que Pensi s'est blessé sur les 4 derniers matchs, donc c'est aussi à Peck et Fakundes donc de l'autre côté de prendre le relais. En tout cas, on peut souligner aussi toujours le rendement de Riqui Puig qui est toujours autant exceptionnel chaque match. Il est présent et on a hâte quand même mine de rien de le revoir, même s'il a prolongé. En plus, il a prolongé pendant 2 ans cette semaine, 2 ans de plus. On est très content de le voir en MLS, mais on a hâte aussi un jour de le revoir en Europe, tellement c'est quand même un vrai talent. Pour lui, il serait temps, surtout pour voir est-ce qu'il a enfin réussi à avoir ce qui lui manquait lors de son premier passage côté Barcelone. C'était la personnalité je trouve qu'il lui manquait pour s'imposer en Europe tout de suite. Donc là, il est parti au Galaxy, il a eu ce rôle de leader, qui remplit de manière très convaincante. Donc maintenant, à lui de retourner en Europe pour ne pas rester sur un échec. Et enfin, on termine donc du coup par le New York City qui a pas joué la semaine dimanche, si je dis pas de bêtises, mais ils ont joué entre deux. Ils ont surtout cartonné. Ils ont cartonné les pauvres San Jose Earthquake 5-1. C'est pas vraiment une surprise, Thomas, hein. On va pas se mentir. Ouais, hein. On s'attendait à ce genre de match au fil des dynamiques. Franchement, c'est plus que pas surprenant. C'est fou comme ils sont. En plus, sur une série de 5/5, ils ont gagné le dernier match dans le derby face à New York Red Bull qui est aussi en forme. C'est franchement quelque chose d'inexplicable et c'est la magie du foot d'avoir une équipe qui s'est autant révolutionnée d'un seul coup, qui s'est tellement réveillée, qui a tellement renversé la tendance surtout. C'est inespéré. Et pourtant, eux, ils ont pas eu Lionel Messi qui arrivait dans leur rang en cours de saison, quoi. C'est vraiment inespéré. Je pourrais pas trouver les raisons de ce renouveau-là, à part peut-être sur la qualité des joueurs peut-être qui se sont révélés, hein, mais pour voir une telle force collective côté New York City, il fallait le prévoir en début de saison, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Et tu veux rigoler? Tu sais que c'est la meilleure équipe à domicile de la conférence Est devant l'Inter Miami avec un match en moins en plus. Tu vois, c'est vraiment, comme je te dis, c'est vraiment une énigme. Pour moi, c'est vraiment une énigme. Honnêtement, je pourrais pas. C'est clair. Et puis quand tu vois le nombre de points qu'ils ont pris, c'était quoi la stat que j'avais la semaine dernière? Je m'en rappelle plus. Mais sur les 10 derniers matchs, ils ont perdu qu'un seul match. C'était contre Colorado à domicile en plus. C'est fou. Non mais franchement, c'est... Bravo en tout cas, bravo à eux. Bravo d'avoir fait confiance à Nick Cushing, de l'avoir gardé, de l'avoir conservé sur le reste de la saison. Ça leur donne raison pour l'instant, quoi. C'est peut-être sûrement la plus grosse surprise de la saison, clairement. Au niveau du classement, au-delà de Real Salt Lake ou du Galaxy, on n'aurait pas parié aussi haut. Tant mieux pour eux. On va passer enfin au premier match, Thomas. Donc, Atlanta-Miami, c'est ça qu'on a voulu mettre en exergue. Donc, pareil, c'était lors de la Week 17. Mais pourquoi? Parce qu'on va parler d'Atlanta aussi un petit peu, de Miami, puis après on parlera du deuxième match de Miami. Donc, Atlanta United, j'allais dire qualifié, non pas vraiment, c'est imposé plutôt du côté de Miami avec ses stars, hein, on rappelle du côté de Miami, mais surtout Atlanta a su faire la différence grâce à un Saba Lobianidze, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est ça, tu l'as bien. Le Géorgien, et oui, il n'y a pas que Gvisha Kvaratskhelia qui est en forme du côté de la Géorgie. Je l'attends de pied ferme, moi, Gvisha. Oui, à l'euro, bien sûr. Je l'attends du côté de la capitale. C'est ça. La capitale française, c'est ça ce que tu voulais dire. Bref, du coup, juste pour dire que Saba, on va l'appeler, a réalisé un match fantastique avec un but incroyable. Techniquement, il a été au top du top et c'est lui qui a mis son équipe sur le devant, en tout cas pour Atlanta United, qui a relancé aussi son équipe et qui a donné après, forcément, le dernier but vient de Thiar, mais derrière, je pense que ils ont su tuer la bête quand il le fallait du côté d'Atlanta. Et c'est une défaite
surprenante. Alors oui et non pour Miami. Oui parce que au vu de la forme d'Atlanta, c'est une défaite surprenante. Non parce que Atlanta sur le papier a une équipe qui peut pourquoi pas rivaliser avec Miami, mais ça c'est sur le papier. Et Atlanta nous l'a prouvé sur ce match-là. Malheureusement, ils n'arrivent pas à le prouver sur les autres matchs en fait. Ils sont un peu. C'est une équipe un peu bizarre, Atlanta. Tu jettes un peu la pièce en l'air. Et Ouais. soit t'as le bon côté d'Atlanta, ou soit t'as l'Atlanta qui est vraiment dégueulasse. Bon, bah, sur ce match-là, on est tombé sur le bon Atlanta. Hein. Et comme tu l'as dit, avec la qualité qu'ils ont, la qualité des joueurs, l'effectif quand même qui reste de bonne facture, ben, sur des matchs ponctuels, ils sont capables d'élever leur niveau. Et je pense que le fait d'affronter l'Inter Miami de Lionel Messi, Sergio Busquets, etc., leur a peut-être donné une envie supplémentaire, mais qui n'arrive pas à... Un élan. Un élan en plus, qui n'arrive pas à conserver sur l'ensemble de la saison. Il manque de régularité. Mais c'est dingue comment tu peux expliquer que cette équipe-là, t'allais taper, qui est actuellement 13e de la conférence, t'allais taper l'Inter Miami. C'est vrai qu'ils ont quand même un calendrier qui n'était pas facile. Hein. On voit ils ont reçu Los Angeles FC, ils ont reçu Charlotte, et ils sont allés à Miami, et au final, ils perdent 2 fois à domicile et vont s'imposer à Miami. Peut-être le pire déplacement à faire de la saison. Ça, c'est incompréhensible, j'ai envie de te dire. Honnêtement, je pourrais pas te dire. Je dirais que c'est le lot de certaines équipes hein, qui peut-être choisissent leur match inconsciemment. Et là, c'était peut-être match de gala, Inter Miami, Lionel Messi, Stras Payet, etc. Et ils ont décidé d'être à la hauteur de l'événement. Et c'est pas pour rien qu'ils sont 13e, c'est aussi de par leur irrégularité, leur incapacité de maintenir ce niveau d'exigence à tous les matchs. On rappelle quand même que Giorgio Giacomakis, sur les 5 derniers matchs, il a été blessé pendant les trois premiers. Puis il est revenu contre l'Inter, il a joué que 8 minutes, donc il n'était pas titulaire. En plus, ils se sont imposés sans Giacomakis. Et le dernier match contre Charlotte, il est rentré une demi-heure. Donc il revient de blessure, il n'a pas encore le rythme. Donc en plus, ils sont allés s'imposer sans Giacomakis, où Thiaré a fait le job finalement. Il a nié un trio d'attaque Almada, Thiaré, Lobianidze. Est-ce que c'est aussi peut-être l'histoire d'un match pour Sabah? On sait qu'il a fait quand même il a eu des highlights déjà cette saison. Oui. On en a déjà parlé. C'est un joueur très bon, hein, franchement, qui mérite des titulaires du côté d'Atlanta. Mais du coup, c'est peut-être juste histoire d'un match pour toi? Bah, en tout cas, il nous montre que c'est l'histoire d'un match parce que sur la longueur et sur l'ensemble de la saison au moment où on parle, ça reste une équipe 13e du classement. C'est aussi ça a aussi ça veut aussi dire quelque chose, tu vois. Et si Giacomakis y part, du coup, et forcément, il va falloir qu'il recrute un buteur. Tu les penses capables de renverser la tendance, un peu comme New York City? C'est difficile à dire, tout dépend aussi de quel joueur aussi ils vont cibler offensivement pour renforcer l'attaque. Il va falloir trouver quelqu'un qui est quand même compatible avec Almada et aussi avec un joueur comme Lobianidze, ouais, voilà. Et puis tu changes de coach. Faut voir aussi quel coach tu mets avec quel coach tu continues la saison. Qu'est-ce qu'il voudra mettre en place. Donc c'est assez difficile de se projeter tout de suite. J'aurais pas un avis tranché et définitif pour l'instant. J'attends de voir les mouvements que Atlanta va réaliser Tu semaines. parles de coach, c'est vrai qu'ils vont changer de coach. Quel type de coach aimerais voir du côté d'Atlanta, du coup? Un coach plutôt gestionnaire, en contre-attaque, plutôt de possession? Sachant que je pense qu'ils peuvent peut-être faire les deux, tu vois. Soit de possession à la façon Wilfried Nancy, enfin on va dire Wilfried Nancy, ou soit plutôt ces contre-attaques comme l'AFC. Honnêtement, je sais pas, moi je verrais plus un entraîneur qui peut gérer les égos.
Et du coup, que Atlanta se remette. Tata Martino, quoi. Voilà. Je pense à elle, tu vois. Pour moi, c'est le Ou Ancelotti. Ancien coach de Atlanta, hein, qui a gagné le titre, Tata Martino. Exactement. Pour moi, c'est ce profil-là qu'il leur faut. Et il faut aussi qu'Atlanta soit agressif sur le mercato et achète aussi des joueurs de très grosse qualité en plus pour épauler Thiago Almada notamment, puisque là, il est désormais seul. Alors, dernière question. C'est pas encore fait, en tout cas, pour Giacomakis, mais dernière question, du coup, tu me parles de mercato. Tu recrutes à quel poste, en priorité? Avant-centre. Ok. Si Giacomakis part. Dans le cas où Giacomakis part. Et après, peut-être dans le milieu de terrain. Je suis pas trop fan des joueurs alignés au milieu de terrain. Je pense que ça manque peut-être un peu de qualité. Un joueur peut-être vicieux. Pas forcément vicieux, mais un joueur un peu plus technique, un peu plus qui serait capable de combiner avec un Thiago Almada, parce que je trouve que voilà, que lui. C'est difficile d'amener la balle de la défense à l'attaque avec les joueurs qu'ils ont actuellement. La qualité quand même pêche côté Atlanta sur le secteur défensif et sur le secteur aussi du milieu de terrain, où on n'a pas ce relayeur capable de réussir à faire le lien entre Thiago Almada et la partie offensive sur le terrain. C'est vrai que le français Tristan Mayumbu, qui est titulaire, est pas vraiment dans ce rôle-là, quoi. C'est pour ça que c'est difficile. Je suis d'accord. On passe du coup plutôt sur la partie Inter Miami. Du coup, dans ce match-là, déjà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour l'Inter Miami? Et après, on ira direct sur l'autre match. Comme d'habitude, avec l'Inter, c'est l'efficacité qui a manqué à cette équipe de. T'as les stats, t'as la fiche des stats, s'il te plaît? Ah ouais, voilà, elle est là, parfait. C'est l'efficacité qui a manqué à l'Inter Miami. On sait que ça reste une équipe qui va, par la qualité de ses joueurs, va se créer des occasions. D'habitude, ils arrivent à être assez cliniques et assez efficaces si on fait un ratio occasion créée but. Et sur ce match-là, ça n'a pas eu lieu. Et puis mais là, tu me parles d'efficacité, parce qu'à part la possession qu'ils ont à tous les matchs, en termes de tir cadré, d'XG surtout, Atlanta a largement mérité sa victoire finalement. 3 XG à 0,1, à 0,7, c'est énorme. Mais justement, c'est ça que je dis. Généralement, l'Inter Miami, ils arrivent toujours à se créer des occasions. Et voilà, là, ils sont peu crevés. Sur l'échantillon d'occasions qu'ils auront, ils arrivent toujours à faire mouche et à inscrire des buts. Et sur ce match-là, ça n'a pas eu lieu parce que Atlanta aussi a été très très entreprenant et a aussi fait preuve d'une certaine agressivité. Et je pense qu'elle est là la clé pour venir à bout de l'Inter Miami, mais on en reparlera sur le deuxième match, notamment, où j'ai trouvé que ça a été un peu plus marquant et criant. Eh ben allons-y. Passons donc au deuxième match, qui a été très spectaculaire, Thomas. Un match donc de l'Inter Miami face à Saint-Louis, où finalement il n'y a pas eu de vainqueur, mais on s'est régalé. Ça, c'est clair qu'on peut pas dire le contraire. Avec mine de rien, et c'est vrai que je vois ça me fait rigoler, où tu vois quand même que l'Inter Miami a marqué 4 fois mais a fait match nul. parce que Luis Suarez a mis un contre son camp. C'est ça que t'as oublié de mettre le CSC, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a Luis Suarez du côté de Saint-Louis. Donc un match avec un pétard qui commence de Saint-Louis, ensuite un but cas d'école qu'on a vu, mais combien de fois on l'a vu ce but, Thomas, du côté de Messi et de Jordi Alba. La spéciale. Cette connexion, mais ils l'ont fait, sérieux, il y a dû avoir 50 buts au moins de ce modèle-là, que ce soit sous le Barça ou sous l'Inter Miami, de 1-2 d'école entre Messi et Alba qui le remet à l'entrée de la surface, une frappe forte de Messi, premier poteau, c'est imparable, elle sort tout le temps. Il a d'ailleurs refait pendant le match, mais cette fois-ci le gardien la sort. Ensuite on a Vasiliev, le Bulgare, si je dis pas de bêtises, il me semble, qui redonne la marque pour Saint-Louis. Luis Suarez, encore une fois, il était là, l'ancien Barcelonais, pour marquer, pour redonner l'avantage sur une belle action collective. Malheureusement, c'est lui qui va être il va contrer le but dans ses filets sur le corner pour Saint-Louis. Et c'est Jordi Alba qui va égaliser en fin de rencontre pour l'Inter Miami.
on voit que tous les buts de l'Inter Miami à la conception, ça a été que des anciens joueurs du Barça. Barça, le trio du Barça, c'est fou. À part Sergio Busquets, du coup, t'as tout le Barça, c'est un truc de fou, hein, quand même. C'est quand même fou. Hein. On peut parler quand même sur le but de Alba, là aussi. Attends, je sais plus si je crois que c'est sur Alba, la passe décisive de Julian Gressel sur la transversale. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pour Suarez? Je me rappelle plus. Je crois que le but de Alba, c'est une ouverture de Messi, non? Attends, je vais vérifier ça tout de suite. Je vais te dire ça. Non, c'est Gressel, Alba. C'est bien ce que je me disais. Et c'est pour Suarez, c'est Messi plus Jordi Alba. Donc encore le trio, tu vois. C'est dingue. Ils sont partout. Mais oui, ce que je voulais souligner aussi, par contre c'est en première mi-temps, il y a la sortie de Redondo, le défenseur central, le milieu de terrain, qui sort à la place de Kremachi, qui d'ailleurs loupe une action, enfin sort une très belle frappe en fin de match qui aurait pu être décisif pour l'Inter Miami. Ça va être un coup dur. J'espère pour eux qu'il va pas rester blessé trop longtemps parce que l'an dernier, il leur avait fait du bien Redondo en fin de saison. Après, bon, il y a le retour de Kremachi, mais on a envie de voir l'Inter Miami au complet. C'est ça, totalement. On veut avoir cette équipe avec 100% de ses forces parce que c'est une équipe spectaculaire et qui est très, très agréable à avoir joué par moment. Du coup, cette équipe agréable, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette deuxième partie de la semaine et sur ce match face à Saint-Louis où ils ont été une équipe à réaction, mais ils ont su réagir, contrairement à la semaine dernière? La plupart du temps, ils ont besoin d'encaisser le premier but pour enfin se mettre à jouer. Malheureusement, c'est pas passé contre Atlanta, mais bon, là, à domicile devant son public. On a vu toute la qualité et la force de frappe que Miami possède avec Lionel Messi, Suarez, Alba, Gressel. On a vraiment une force de frappe qui est, je pense, il n'y a pas d'autre équivalent en MLS. J'en vois pas d'autres. En Amérique du Sud, tu peux dire, en Amérique tout court, hein, j'ai envie de te dire. Hein. En tout cas, sur le championnat. Je parle vraiment sur le championnat. Je pense pas qu'on ait une équipe avec autant de pouvoir de dissuasion que l'Inter Miami. Et donc, eux, ils savent que quoi qu'il arrive, ils réussiront à marquer des buts. Maintenant, là où le bas blesse, pour moi, c'est la défense. C'est la défense et surtout la lenteur de certains de leurs défenseurs. Qui pose problème dans le jeu que l'Inter Miami veut faire. Sur le replacement, je pense. C'est ça, exactement. Parce que tu as une équipe du coup qui a la possession, donc qui aime s'installer dans le camp adverse. C'est-à-dire que tes joueurs sont assez hauts sur le terrain, mais dès qu'il y a une récupération sur la transition défensive, ils n'arrivent pas à gérer et ils se mettent souvent en danger et c'est pour ça qu'ils subissent et qu'ils concèdent énormément de tirs par leurs adversaires. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez problématique. Et que Saint-Louis a très, très, très bien su pointer et a réussi, du coup, à être efficace au moment où ils ont eu les situations de transition. Et c'est ce qui a fait mal à l'Inter Miami. Après, encore une fois, on n'avait pas cette charnière pour une fois entre Fréré et Aviles. C'était Christophe qui a remplacé du coup Fréré qui est blessé sur les 2 derniers matchs, je crois. Donc, on sent quand même un Inter Miami différent quand la charnière est là. Et de toute façon, regarde, c'est simple, le résultat l'atteste. Hein, quand Fréré et Aviles sont alignés ensemble, l'Inter Miami est quasiment invaincu. Faudrait que je vérifie les stats, mais voilà. C'est ça aussi qui fait la différence. Et puis même, surtout, aussi, il faut trouver aussi un moyen pour essayer de limiter la casque par rapport à Busquets. On sait que Busquets, ça y est, on le voyait déjà au Barça, sur le jeu de transition, quand il voit des vagues arriver sur lui, il n'arrive plus à gérer tout ça. Et là, avec le fait que la charnière centrale est changée, on n'arrive même plus à le cacher, on voit que ça en fait, on voit vraiment Busquets qui est perdu, qui voit des mecs arriver lancés de partout comme ça et il arrive pas à gérer, tu vois.
C'est des go fast. Donc ça reste très compliqué. Et puis même avec ballon, au niveau de la relance, faut que Martino trouve une parade quand notamment Fréré n'est pas là, de savoir comment pouvoir donner les ballons à Busquets afin qu'il puisse réguler le jeu et éviter le plus de pertes de balles possible. Parce que Saint-Louis, sur ce match-là, ce qui a été fort tactiquement, c'est qu'ils ont réussi à faire preuve d'intensité dans le pressing, etc. Mais c'est surtout qu'ils ont pu récupérer beaucoup de ballons très hauts, très très haut, et qui leur a permis d'avoir des transitions assez rapides, où en une passe tu avais possibilité directement de mettre à mal la défense de l'Inter Miami. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis le début de la saison. Je me rappelle du match contre Orlando, je me rappelle l'Inter Miami-Orlando, j'en parlais déjà, je disais que la principale faiblesse de l'Inter Miami se situe vraiment dans la capacité à gérer les transitions et à éviter de prendre ces vagues de pressing et de trouver Busquets dans des zones où il peut casser le pressing adverse. Et c'est là où ils ont pêché sur le match contre Saint-Louis. On connaît leur qualité, leur très bonne qualité, mais aussi on connaît leur très gros défaut, ça c'est sûr. Et quelque chose aussi que je voulais dire, la prochaine journée ils vont affronter Philadelphie, donc c'est pas cette semaine, c'est dans une dizaine de jours, une quinzaine de jours même presque. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est la dernière fois qu'on a vu Messi avant au moins presque un mois, parce que ça y est, Lionel Messi va s'envoler pour la Copa América. Le prochain match est donc de l'Inter Miami sera contre Philadelphie le 16 juin, pardon. Et voilà, donc je crois que la Copa América commence le 20, si je dis pas de bêtises. Il me semble. J'ai pas la date, mais je sais il me semble que c'est du 20 au. J'ai Gucci en enchaînement okay. Euro et Copa América qui s'enchaînent, ça c'est ça. Mais il me semble qu'elle commence un peu plus tard que l'Euro et qu'elle finit en même temps. Par contre, on aura les deux finales le même jour, le 14 juillet. C'est ça. Voilà. Donc 14 juillet, hein, on espère une victoire en bleu et blanc de l'autre côté. Moi, je me prononce pas. Voilà. C'est comme tu veux, mais voilà. D'ailleurs, tu avais les stats du match pour voir les stats de ce match assez exceptionnels, Thomas. La slide, elle est folle quand même, parce que 17 tirs à 18, 10 tirs cadrés à 8, 2 XG à 1, 1 4, enfin... Faut pas oublier que le match, t'as eu énormément de tirs, mais que Saint-Louis peut remercier aussi son gardien, parce que je trouve que avec ce que l'Inter Miami a produit comme offensive occasion, je pense que Miami méritait quand même de repartir avec la victoire. Saint-Louis a su se montrer pragmatique et a su profiter de la moindre transition qu'ils ont eue. Ouais, ils ont affiché un bon visage aussi, hein. Un peu comme l'an dernier. Mais l'Inter Miami, normalement sur ce match-là, doit quand même l'emporter au vu des occasions franches qu'ils ont pu se créer. Il faut remercier un énorme Roman Burki qui lui nous régale toujours depuis son arrivée en MLS l'année dernière. C'est clair. On va passer, c'est vrai qu'on va passer au deuxième match qu'on voulait aborder. La deuxième équipe, c'est Red Bull. Mais on vous l'avait dit que ça serait un épisode plus long parce qu'on a des choses à dire. Donc, le premier match de Red Bull, Thomas, qu'on va parler, donc c'est celui de la Week 17. Je l'ai perdu. Merci. Voilà. C'est Red Bull face à Charlotte. Donc, avec un Forsberg puissance 2, pourquoi ? Parce qu'il a mis un doublé en l'espace de 2 minutes en plus. Ils ont clairement fait la différence en fin de match dans le dernier quart d'heure avec 3 buts en moins de 10 minutes pour le New York Red Bull qui se relance du coup. Alors relance oui non car ils étaient sur une très belle série avant cette défaite dans le derby face à New York City, mais derrière ils ont montré que cette défaite ne les a pas affectés. Ils ont su repartir sur leur lancée avec une double victoire. La première donc face à Charlotte qu'on analyse maintenant, victoire méritée. Tu peux mettre même les stats, je pense. On va parler dessus. Il y a aussi, on parlera vite fait un tout petit peu de Charlotte parce qu'il y a un fan qui nous l'a demandé dans les coms, hein, un certain Antoine. Mais voilà. Un match pas ultra spectaculaire, en tout cas en termes d'occasion, mais maîtrisé. Et New York a su faire le boulot
On voit Edelman qui saute dans les bras de son coéquipier. C'est une bonne équipe qui continue à se mettre en place. Une bonne équipe qui continue à se mettre en place. T'as raison, Romain. Comme je te dis, ce qui me surprend avec le New York Red Bull, je trouve que c'est une équipe qui est quand même qui a l'air mature en fait. Moi, j'ai envie de te dire, c'est une équipe qui donne tout aussi, tu vois, sur le terrain. C'est une équipe mature dans le sens où je trouve que ils ont une capacité à transformer leurs occasions et être efficaces qui reste quand même assez impressionnante dans la ligue. Et c'est pas pour rien qu'un Van Zer, un Elias Manoel ou un Lewis Morgan soient les trois capables d'inscrire beaucoup de buts pour New York. Ça montre que voilà, le secteur offensif il est vraiment impressionnant et qu'ils arrivent avec peu d'occasions sur certains matchs, ils arrivent quand même à trouver la faille et le chemin des filets. Des fois ça peut être sur des matchs qui se jouent à 1-0, tu vois, sur un but dans les dernières minutes, aux alentours de la 70e. Voilà. Ils ont cette force en fait. Et c'est vraiment là où je les trouve vraiment matures en tout cas dans l'aspect offensif. Après, défensivement, ça reste encore à parfaire, mais il y a quand même des motifs de satisfaction avec des joueurs qui sont très intéressants défensivement et que je pense qu'on en parlera aussi un peu plus tard dans l'émission. Oui, c'est une équipe qui défensivement reste stable et puis c'est une équipe aussi qui a son 11 de départ. 11 voire 12 de départ, classique quasiment typique, tu vois. Gardien Coronel, après t'as la défense à 4 avec Tolkien et Nellis sur les côtés, Reyes et Eli dans l'axe en tout cas, pour le moment à l'heure actuelle c'est ça. Et puis derrière t'as une ligne de 4 qui fait énormément pour moi, bien son boulot. La force, elle se trouve aussi le milieu de terrain. Je trouve tellement complémentaire que vraiment c'est un très très gros coup de cœur. Voilà, entre Edelman et Amaya au milieu de terrain, et puis t'as sur les côtés un Forsberg avec un Carmona de l'autre côté. En plus, Forsberg qui est aligné en tant qu'ailier gauche, milieu gauche, qui joue beaucoup axe. Qui joue, tu sais, hein, ça me fait penser à Blaise Matuidi pendant la Coupe du Monde 2018. Ouais, il joue beaucoup. Qui est aligné sur le papier sur la gauche, mais qui joue axe gauche en fait, au final, c'est juste ça. Et même Carmona est capable aussi de rentrer. C'est limite, des fois, si tu peux pas avoir un losange avec du coup les deux avec ton attaquant de pointe, tes deux attaquants de pointe, quoi. C'est ça. Et puis en attaque, bon, il met toujours Lewis Morgan quand il joue, quand il est titulaire, et ce qui a été le cas quand même cette saison à 16 reprises, il a joué tous les matchs, donc il n'a pas été blessé. Ça aussi, ça fait du bien avec 9 buts et 4 passes décisives pour l'Écossais. Et derrière, il tourne. C'est soit un coup Elias Manoel, soit un coup Dante Van Zer. Ils sont tous efficaces. C'est ça c'est ça qui est beau. Un peu moins que Morgan, mais ils sont plus là pour l'accompagner, j'ai envie de te dire. Je trouve que, comme tu le dis, ils ont leur 11 de départ, ils se connaissent, ils savent maintenant. T'as l'impression qu'ils sont rodés. En fait, ils sont rodés et que voilà, ils se connaissent, peu importe qui accompagne Lewis Morgan à la pointe de l'attaque, ça tourne toujours autant. Les milieux de terrain, ça bouge quasiment pas. Et voilà, tu sens qu'ils prennent de l'avance aussi sur beaucoup d'équipes et que voilà, ça va être une très grosse équipe. Comme moi, je pense que je l'avais pressenti. Je l'avais pressenti quand tu me demandais quelle serait ma surprise que je voyais faire une grosse saison. Carrément. Je te disais que je voyais bien le New York Red Bull. Et ce qui fait la force en plus de New York Red Bull de cette année, de comme toujours, et qui est aussi la philosophie du club, c'est même du groupe Red Bull en général, c'est que t'as même sur le papier, sur les deux titulaires, t'en as 3 qui sortent du club. Hein. 3, t'as Edelman Amaya et Amaya et Carmona. Non, parce que Edelman aussi. Voilà, c'est ça. Edelman, Carmona et Tolkien qui sont formés au club. D'ailleurs, Tolkien qui est sorti blessé sur le match sur le match là. Oui, contre Orlando, malheureusement. Et on a même Sean Nellis aussi. Pardon, je dis des bêtises. Sean Nellis aussi en défense centrale, qu'il a depuis le début. Et puis aussi, on peut parler aussi de l'intégration
Noah Eli, le défenseur central suédois. C'est une de mes grosses satisfactions de la saison. Qui est arrivé cette saison hein, du côté de la Suède, de Mjällby, pardon. Okay, c'est difficile à dire, mais voilà, le Suédois aussi qui arrive, qui a une grosse satisfaction, qui s'impose en défense centrale, et une grosse complémentarité avec Sean Ellis, donc le grand frère. C'est assez fou hein, de se dire que ils ont une vraie équipe complémentaire qui peut aller avec des bons joueurs à chaque poste. Faudrait voir parce que il y a cette philosophie des joueurs du centre. Faudrait voir aussi parce que sans doute que sur la période où ils étaient en grosse difficulté l'an passé, je pense que t'avais quand même t'avais la plupart des joueurs qui étaient déjà titulaires, donc ça aussi ça aide. À comparer, ouais. Ça aide aussi parce que t'as connu une période très difficile, ça te fait engranger de l'expérience et ça te permet d'être aussi en avance sur ta maturité dans le jeu, et c'est ce qui est en train de se passer là sur ce début de saison quand on voit la qualité qu'ils ont et le sang-froid et la sûreté. Comme tu dis, ils sont sereins, ils savent, ils connaissent leur force, et c'est ce qui les rend vraiment impressionnants. Tu veux que je te dise l'équipe type qu'ils avaient l'an dernier en playoff? Alors, ils avaient Morgan et Van Zier blessés, donc forcément ça atteste, mais il y avait toujours Manuel. Sinon, ils avaient mis Tim Barlow, donc je pense qu'ils auraient mis Morgan ou Van Zier. Et après, il y avait Reyes qui est toujours là. Sur le côté droit, par contre, Kai Duncan, qui joue un peu moins, qui a perdu peut-être un peu plus sa place de titulaire, tu vois. On a aussi Omir Fernandez, tu sais, le joueur de Colorado Rapids. Ouais. Qui a failli marquer, il me semble, qui a mis un poteau cette semaine. Il y avait lui sur le côté droit et Luquinhas sur le côté gauche, hein, le Brésilien, qui est reparti du coup, je crois, du côté du Brésil. Et ils ont changé leur côté, donc visiblement, ils ont retrouvé leur buteur, et c'est ça qui a fait la différence aussi. Et au niveau du milieu de terrain, c'était le même milieu de terrain ou pas? Oui, ouais, c'était déjà l'an dernier, il y avait déjà Edelman et Amaya. Ouais, tu vois, en play-off en tout cas. C'est surtout là que je me dis que, vu que pour moi la force principale se trouve vraiment dans ce secteur de jeu là, mais. Tu rajoutes en plus l'expérience de Forsberg. Tu rajoutes Forsberg avec en plus, franchement, tu commences quand même à avoir une équipe assez séduisante et très. Et la force en plus de Forsberg, c'est que le mec joue depuis des années à Leipzig, projet Red Bull, Académie Red Bull. Et donc, le mec connaît la philosophie, et avec des mecs qui jouent avec des mecs qui sont du centre de formation, donc c'est encore mieux, tu vois. Quand tu joues la même philosophie, c'est merci Ralf Rangnick, hein. C'est voilà. Deuxième match, du coup, je pense qu'on a bien parlé de New York. On peut vite aborder le deuxième match de cette semaine, donc la victoire contre Orlando, où ils ont gagné 1-0 sur leur pelouse. Bon, un match où un peu à l'arrache en termes d'occasion, c'était pas ultra spectaculaire. Ça rejoint ce qu'on disait, ouais. Mais tu peux mettre le buteur du coup qui a marqué, c'était en fin de match, si je dis pas de bêtises. La slide, voilà, c'est en début de match. C'est John Tolkien, donc qui malheureusement sort sur blessure, mais c'est vrai que je me rappelle d'une occasion en fin de match, c'était je crois avec Manuel qui fait un sprint de fou et une frappe qui passe tout près du but, un peu je crois que c'est Lewis Morgan qui part en contre-attaque, un peu en solitaire, tu vois, un peu comment dire, personnel sur l'occasion. Bon, il gagnait, c'était la fin du match, tout ça, il a tenté de mettre le doublé, mais il aurait pu assurer avec Manuel au second poteau. Mais c'est pour dire que jusqu'au bout, ils vont aller essayer de tuer la bête blessée, tu vois, en contre-attaque avec un Manuel qui fait un sprint de fou. Ouais, non, c'est jusqu'au bout qu'ils cherchent à faire mal, mais en fait là tout est symbolisé, tout ce qu'on disait avant est symbolisé sur ça, sur le match. Un buteur, John Tolkien, joueur formé, cap prolongé, donc vraiment on a l'assise du projet Red Bull. On a la capacité d'aller chercher des victoires étriquées sur la plus petite des marges, hein, parce qu'ils gagnent quand même que 1-0. Et on a aussi la force de toujours jouer, aller vers l'avant et
ça se traduit aussi par les occasions qu'ils ont continué à se créer et toujours cette volonté de vouloir chercher plus malgré le fait qu'ils aient quand même le score à leur avantage. Donc franchement, je trouve que c'est un résumé parfait de ce qu'on a pu dire sur le match avant et sur ce qu'on avait dit sur New York. Eh ben parfait, si on a tout dit sur New York Red Bull, on va passer à la dernière partie. C'est la petite surprise. C'est vrai que j'aurais dû le spoiler peut-être en début de vidéo, mais on le garde meilleur pour la fin. Ça y est, les votes du MLS All-Star sont ouverts. Donc un MLS All-Star qui se disputera fin juillet face au MLS Liga MX. Donc le All-Star, pas au MLS Liga MX, pardon, le All-Star Liga MX. Donc le All-Star de la Ligue mexicaine. Ça sera donc en fin de saison du côté de Columbus, si je dis pas de bêtises. En fin de saison, pardon, en fin juillet, je vais y arriver. Il me semble que c'est aux alentours de la dernière semaine de juillet. En tout cas, c'était ça l'an dernier. Et ce sera ça l'an prochain, donc ça doit être sur les mêmes dates. Bref, les votes sont ouverts. Vous pouvez aller voter donc sur les joueurs que vous pensez aller, en tout cas, première saison qui mériterait d'être dans le 11 titulaire. Voilà, c'est ça. Nous, on a fait nos pronos et donc Thomas, tu vas les mettre. La tienne et après on mettra la mienne. Sachant qu'on a à peine vu celle des autres, donc on va pouvoir débattre. Donc je vois que Thomas a mis un gardien Roman Bürki qu'on a souligné qui fait une très bonne saison du côté de Saint-Louis, peut-être un peu en baisse, je dirais, par rapport à l'an dernier, mais qui est toujours essentiel pour Saint-Louis, son équipe est peut-être un peu moins efficace. Il a mis Gallagher, le latéral droit de Austin, qui se relance en même temps que c'est un Irlandais, si je dis pas de bêtises, qui se relance en même temps que son équipe. Miles Robinson dans l'axe. Alors j'ai hésité à mettre Miles Robinson, mais je l'ai pas mis parce que dis-moi, vas-y. Ouais, parce qu'à niveau statistique, en fait, pour certains joueurs, quand j'ai hésité sur le rendement, je me suis appuyé, je vais être clair, sur football référence, tu vois, le site où tu peux avoir un peu comme, je sais pas si ils regardent Willou, les percentiles, ils appellent ça. Donc le pourcentage de où sont placés le joueur en termes de, par exemple, de tacle, de dégagement, de trucs réussis par rapport aux autres joueurs du championnat, tu vois. Et plus il est haut, donc s'il est dans les 98%, ça veut dire qu'il fait partie. S'il a marqué 98, ça veut dire qu'il fait partie des 2% des meilleurs de la ligue dans ce domaine-là. Et je trouvais que Miles Robinson, dans beaucoup de stats défensifs notamment, était pas au niveau, en tout cas au niveau de la ligue. Donc c'est vrai que on y pense, et je dis pas que c'est un mauvais défenseur, mais il fait pas sa meilleure saison actuellement, même par rapport à certains. Ensuite, tu nous as mis du coup Noélie, le défenseur de Red Bull, le Suédois, Jordi Alba. Ok, ça j'ai été d'accord, peut-être le latéral gauche le plus offensif de la ligue et le plus en vue, mais qui a aussi énormément d'automatisme avec son ami. Nia Bodo, donc le milieu de terrain de Cincinnati, lui, tu m'expliques pourquoi tu l'as mis? En fait, je trouve que là, moi, mon parti pris, c'est aussi de faire par rapport au poste et d'essayer d'un peu de respecter, on va dire, entre guillemets, les postes. Donc un milieu défensif, si tu voulais. Et du coup, je voulais vraiment un vrai milieu défensif capable de vraiment être la sentinelle et garant de mon équilibre. Et pourquoi lui, pas celui de Columbus? Et du coup, j'ai préféré Nobodo parce que je trouve que il dégage une sérénité et il a je sais pas, je trouve qu'il arrive très bien à être le joueur qui permet de garder cet équilibre du côté de Cincinnati, puisqu'on sait que Cincinnati, c'est une équipe qui est portée sur la défense, mais qui a énormément de mouvements devant, avec des joueurs qui n'hésitent pas à changer de position, et c'est souvent Nobodo qui colmate les brèches, qui arrive par son placement à compenser à peu près les déplacements de ses coéquipiers, et donc je voulais le féliciter, et du coup je le mets en tant que titulaire, surtout que au vu de mes deux milieux relayeurs, ça risque de ça va monter. Défendre. Ça risque de ouais, c'est clair. Donc du coup, par souci de logique dans ce que j'ai voulu mettre en place, j'ai trouvé que c'était lui qui se rapprochait vraiment plus de ce milieu qui garantit l'équilibre, qui a la capacité de
de gagner des duels et aussi de rendre des ballons propres. Donc tu nous as mis un peu un Makelele en fait, c'est ça que tu voulais mettre. En gros, si tu oui, en gros c'est ça. Mais en tout cas, je voulais vraiment quelqu'un qui garantit un équilibre dans ma compo. Bah, en parlant d'équilibre, du coup, c'est vrai que le MVP de la saison dernière, t'as mis Acosta qui est peut-être moins en vue statistiquement, mais qui est toujours autant précieux. Riqui Puig, qui est, on en a parlé tout à l'heure, qui est toujours exceptionnel du côté du LA Galaxy, qui est le moteur de son équipe. Et puis une attaque, Denis Bouanga, Cristiano Arango et Lionel Messi. J'ai mis la même attaque, donc ça, il n'y a pas de débat sur ça. J'ai envie de te dire, Messi, il n'y a personne statistiquement et même sur le terrain, personne qui est meilleur que lui côté droit. Tito Arango, c'est le meilleur buteur de la ligue, et puis même il n'y a personne meilleur que lui cette saison en attaque. Même si on pourrait penser que Joveljić a très bien débuté, Christian Benteke aussi. Ouais, malheureusement, ça s'est essoufflé et Arango, il est vraiment sur la continuité. Et juste lunaire, donc. C'est peut-être celui que j'aurais pu mettre, peut-être à la place de Bouanga. Malheureusement, il joue pas ailier, mais c'est Mateusz Bogusz. Oui, et ils l'ont mis milieu. Récompensé. Ouais, c'est vrai que, mais ils l'ont mis milieu, Mateusz Bogusz, alors qu'il joue buteur, en soi, pour le moment. Mais bon, on a mis Bouanga parce que il est reparti sur sa lancée, et là, il est exceptionnel. En fait, s'il marque pas, il passe, s'il passe pas, il marque. Il est vraiment reparti et décisif à l'image de son équipe, de toute façon, donc, on voulait le féliciter. De toute façon, cite-moi un meilleur latéral gauche que lui, peut-être si. Il y a Robin Taylor, le Finlandais de l'Inter Miami, qui est vraiment très intéressant, que quand il joue, quand il enchaîne, il met des sacrés bangers. Il y a Diego Luna aussi sur le côté gauche, aussi, qui est pas mauvais. Il y a même Carlos Gomez, il y a beaucoup de joueurs de Salt Lake, je pense, offensivement, qu'on aurait pu mettre, tu vois. Il y a, ça, c'est sûr. Côté Portland, je peux mettre aussi un Evander qui est pas mal. Ouais, bien sûr. Anthony qui a fait. Christian Rodriguez. Rodriguez de New York City. Jonathan Rodriguez. Ouais, dans New York City, il y a quand même peut-être. Bien sûr, à New York. Santiago Rodriguez à mettre. C'est vraiment difficile. Et puis, même, tu sais qu'il avait mis défenseur, mais tu pourrais même mettre ailier et piston, là, le petit Lucas Orellana de Cincinnati. Oui, exactement. Bon, après, il vient d'arriver, donc ça fait pas longtemps. Gallagher, j'ai préféré mettre Gallagher parce que je trouve que voilà. Il a quand même non, mais il joue côté gauche, Orellana. Il est quand même, il est important, il est important dans le renouveau d'Austin. Je trouve qu'il fait des bons matchs. Donc, voilà. C'est bien parce que tu nous as mis quand même des joueurs bien typiques MLS et pas que les stars à chaque poste, donc c'est sympa. Ça fait vraiment sueur de MLS, on va pas se mentir. Passe à la mienne, on passe à mon 11 et tu vas me dire ce que t'en penses. Donc j'ai mis Hugo Lloris dans les cages. Il y a un poste, tu m'as régalé. Et je pense que tu sais directement qui décrit. C'est pour ça que je t'ai rien dit tout à l'heure quand tu m'as parlé de lui, mais voilà. Du coup, bon, l'attaque, enfin, on va descendre peut-être, on va faire l'inverse. Bon, l'attaque, j'ai mis la même, voilà, pas d'explication, voilà, on en a parlé. Riqui Puig aussi, parce que je le trouve, tu sais que j'ai regardé ses stats sur Football Référence. C'est mais folie quand je te dis que c'est vraiment le meilleur joueur de la ligue sur énormément de trucs sur la milieu de terrain. But sans les pénaltys en stats, il est dans les 99. Donc 1%, on va dire. Je vais te parler en pourcent. Donc le plus faible, ça veut dire que c'est les meilleurs. Hein. En XG sans les pénaltys, il a 2. Total de tir 1. Passe décisive 4. XG, AG, but assisté, il est dans les 6%, les meilleurs 6%. Les actions menant un tir, il est dans les 1%. Les passes tentées, 1%. Passe progressive 1%, possession progressive 1%, dribble réussi 1%. C'est un truc de fou. Pour moi, au milieu de terrain, c'était le mec que je cochais avant tout le monde. Mais j'ai hésité au début, mais j'ai vu ses stats, j'étais choqué. Franchement, il y a peut-être un match où il était passé à travers. C'est sur le Trafico, mais au-delà de ça, c'est une saison vraiment pleine et c'est vraiment impressionnant. Il est vraiment impressionnant, Riqui. Ah, mais là, quand tu vois les stats, la différence des stats, qu'elle est dans les 1 ou 2% des meilleurs joueurs de la ligue, à son poste, c'est un truc de fou. Surtout, il est décisif partout.
Emile Forsberg que j'ai voulu aussi récompenser. C'est vrai que j'ai hésité avec Acosta, comme toi, avec d'autres joueurs également. Là, j'ai plus de tête, je te jure. Si, Hayden Morris aussi, il y en a plein. Il y en avait plein des joueurs au milieu de terrain que je voulais récompenser, mais ouais, Forsberg. Evander. J'ai beaucoup hésité avec Evander. Je t'ai dit que lui aussi, il aurait pu y être. Ça n'aurait pas été. Mais voilà, Forsberg ils sont mieux classés et puis j'ai voulu le faire kiffer, tu vois. Non, après, ça reste aussi un All-Star Game. Donc voilà, il faut aussi quand même des stars, on va pas se mentir. Donc je pense qu'en termes de choix, on va pas pouvoir. Personne va venir te dire ouais, c'est quoi ce choix, comment ça, Emile Forsberg, alors que voilà, on sait que ça reste un MVP, ça reste un All-Star, donc il faut aussi des grosses stars. Et la principale star de New York Red Bull, si on demande à n'importe qui, c'est Emile Forsberg. Et puis du coup j'ai mis son collègue au milieu de terrain, Edelman, donc le petit américain. Je sais que c'est celui-là qui t'a fait kiffer. Hein, il y en a d'autres, mais ouais. Oui, il y en a d'autres, il y en a encore je vois qui. m'a régalé. Franchement. Ouais, donc Edelman, on en a parlé tout à l'heure de Edelman et Edelman ou Amaya, franchement. Voilà, mais je préfère, moi c'est mon côté plutôt, je préfère Edelman, je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai voulu mettre en avant parce que on t'en a beaucoup parlé tout à l'heure, donc j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est un des joueurs surprises et très bons, très constants de cette saison en MLS et du côté de New York Red Bull. Côté gauche, Jordi Alba. Côté droit, j'ai mis Nathan Ariel, le latéral de Philadelphie, qui est très constant et des meilleurs latéraux de la saison. J'ai pas mis d'André Yedlin, il n'a pas assez joué de match, il n'a pas été assez constant, j'ai envie de te dire. Puis c'est surtout que Ariel, défensivement, c'est celui qui m'a procuré le plus de satisfaction. Ok, ça se comprend. Et puis en défense centrale, du coup je pense que c'est Moïse Bombito que tu t'attendais pas. Tu me régales. Franchement, j'ai pas osé le mettre. Honnêtement, j'ai pas osé le mettre. Tu sais qu'ils l'ont tous mis dans la MLS Wrap-Up, ils l'ont tous mis Moïse Bombito. J'ai pas osé parce que franchement, c'est vraiment. C'est une belle surprise, hein. C'est vraiment très 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 satisfaisant cette première partie de saison de sa part avec Colorado. Franchement, moi, ils nous avaient bluffé là sur les deux matchs. Déjà le match contre Real Salt Lake, puis le match contre l'AFC où il marque. Ouais. Il fait un match, il nous a régalé et c'est une des grosses surprises, une des belles surprises de Moïse Bombito qui s'impose vraiment en tant que défenseur central et ça nous fait kiffer et du coup j'ai voulu le récompenser. Et puis à droite j'ai mis Thomas Avilés, l'Argentin ou Paraguayen, Argentin je sais plus. Bon bref, un des joueurs, un des X Sud-Américains de l'Inter Miami, mais en fait avec lui effrayé forcément, mais avec lui il a des sacrés stats défensifs déjà et puis avec lui on sent que l'équipe elle est beaucoup plus solide, elle apporte vraiment un cadre, donc voilà pourquoi j'ai voulu récompenser. Et enfin Hugo Lloris, c'est vrai qu'il y avait du Celentano, il y avait du Patrick Schulte, mais qui a un peu moins joué Schulte, je crois qu'il a pas toujours été titulaire. Donc, j'ai vérifié quand même, Romain Bourki, ouais, mais c'est lui qui est un peu plus en difficulté. J'allais pas mettre le gardien de Real Salt Lake vu les deux dernières dingueries qu'il nous a fait. C'était pas possible. De toute façon, il tourne beaucoup. Après, ouais, en gardien, c'est difficile. Il y a peut-être le gardien d'Orlando. Il y a peut-être. Ouais. Et encore, tu vois. Ouais, même Drake Callender aussi, on peut mettre. Hein. Mais ouais, je pense qu'entre Lloris et Bourki, je pense qu'on a les deux meilleurs gardiens de la ligue. C'est ça, ouais. Aussi, on faudrait compenser comme tu dis, il nous fallait un Français. Et puis, comme tu dis, il nous faut des stars. Donc, c'est le Star Game. Et puis, Hugo Lloris, c'est clairement venu pour ça. Mm-hmm. Donc, voilà. Et puis, comme je disais, il a 7 clean sheets déjà. Et il a arrêté un penalty. Non, franchement, là, sur ton 11, il n'y a pas de joueur où tu te dis, ouais, non, c'est pas normal qu'il soit, tu vois. C'est clair. Du coup, dites-nous dans les commentaires lesquels 11 vous préférez et qui c'est que vous auriez mis à notre place. Bon, moi, j'ai mis Nouveau Bodo, frérot. Si les gens, je pense ils regardent beaucoup. C'est pas le premier joueur que qui va sauter aux yeux, tu vois. Je pensais que t'allais te mettre Darrington Nagby, tu vois. Mais non, je suis pas aussi époustouflé que l'année passée pour l'instant. Je trouve c'est pour ça que j'ai pas mis un joueur de Columbus. Ouais, de Columbus, ouais. Parce que je suis d'accord avec toi. Je suis pas à 100% satisfait. Je trouve que voilà.
Ils sont J'avais encore regardé les stats de Mo Farsi. Défensivement, c'est cataclysmique, tu vois, en termes si je regarde les percentiles et tout ça, c'est fou. Bon, Thomas, on a fini sur ça. En tout cas, ça nous a fait kiffer de faire notre petit 11. On va passer maintenant à la dernière slide. Enfin, à la fin, on va parler des résultats du coup qui se sont déroulés, la slide sur les résultats et après on passera sur les prochains. Donc la journée 18. Donc, on a pu voir New York City qui a étriqué San Jose. DC United qui a fait un match nul à Toronto. Un match stupide. Mais alors, j'ai rarement vu une équipe autant moi, il m'énerve. Il m'énerve. gâchée. Oh là là. Ils sont trop frustrants, Toronto. Il fait une belle saison. Bernardeschi fait une belle saison dans l'implication. Mais quand t'es leader, c'est pas possible de autant plomber tes coéquipiers comme ça, c'est pas possible, c'est trop dommage, c'est pas normal. Et lui, c'est le meilleur joueur de l'équipe avec Insigne. Ce mec là, à part pour les blessures, il doit être là à tous les matchs. Et il ne peut pas se faire suspendre, il peut pas se permettre de manquer des matchs par inadvertance ou par connerie, ou tu vois, il fait un geste bizarre, un geste d'humeur et tout. Il mérite des gifles, il m'énerve. Mais mec, t'as sorti le même argument que Sacha Klitschman dans le wrap-up MLS. C'est exactement ça. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est un joueur qui n'a pas le droit d'être suspendu, d'avoir une accumulation de cartons, de prendre des rouges quand t'es le meilleur joueur de ton équipe avec Insigne. C'est un truc de fou. Et là, ils ont tellement merdé. Oh là là, ils gagnaient 2-0 sereinement à DC. Tu sais que c'est pas facile d'aller gagner à DC. En plus, avec Benteke est blessé. C'est ça. Et ils ont mérité de se prendre ce nul. C'est leur faute. Franchement, c'est dommage parce que Toronto aurait pu aller faire une très bonne opération au classement et se relancer. Toronto, c'est vraiment une équipe qui me plaît en plus cette saison. Ouais, et ils sont frustrants à la fois. C'est fou. Philadelphie contre Montréal, enfin un bon résultat, j'ai envie de te dire, du côté de Montréal à l'extérieur, qui fait une match nul contre Philadelphie. Fallait aller chercher, surtout qu'ils ont pris un rouge tôt dans le match. New York, on en a parlé, Inter aussi. Nashville qui a perdu face à New England avec le premier but de. Alors attends. Que je dis pas de bêtises, je le prononce bien. Bajtartevich. Attends, je l'ai noté. Bajtarevich, normalement c'est ça. Il est où? Attends. Bajraktarevic. Voilà, c'est ça. Il a marqué son premier but en MLS. Il est tout jeune, il a 18 ans. Et lui, c'est une des pépites. On l'appellera Bayra. Bayra, voilà. C'est une des vraies pépites de New England à suivre, comme on en avait parlé. Je me rappelle plus s'il est sélectionné, par contre, pour, tu sais, la sélection américaine pour les U23. Je regarde la liste. Alors que je regarde, mais je crois pas. Il y a moyen. Je l'ai sous les yeux. Attends, je vais aller la chercher. Pardon. Oui, il est pris. Ah bah voilà, ça va être un joueur à suivre, ouais, totalement. En tout cas, moi, je vous préviens, mais au match au Vélodrome, je vais avec mon maillot des États-Unis. Hein. Je vais. Ta fils. Ensuite, LAFC qui a gagné contre Dallas, on en avait parlé sur un but de Bouanga. Salt Lake qui a étrié Austin. Dur pour Austin, mais ils étaient sur un nuage sur ce match-là, Salt Lake. C'est Chicago qui a gagné par surprise face au Los Angeles Galaxy. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Portland fait match nul face à Houston. Ensuite, le Sporting Kansas qui a du mal et qui perd contre Minnesota, qui s'est relancé après leur défaite face à l'AFC. Et enfin, on a Vancouver, Atlanta, Charlotte, on en a parlé, et Vancouver contre Colorado qui s'est imposé à domicile face à une équipe de Colorado. C'est pas facile de gagner contre Colorado. Cette semaine, donc du coup, on va avoir que 4 matchs. Ça va être très peu, Thomas, donc tu vas mettre la prochaine slide. Seulement 4 matchs avec New England Revolution face au New York Red Bull. Ça va être dur pour eux. Pour New England surtout. Pareil pour Sporting qui va recevoir Seattle. On va voir ce que ça donne. Minnesota qui va recevoir de leur côté Dallas. Et enfin, Portland qui va se déplacer du côté de Saint-Louis. Et on va mettre les classements maintenant.
T'inquiète pas, on a bientôt fini, Thomas. On va mettre les classements et après je te laisse. Pour terminer la conférence Est, l'Inter Miami et le Cincinnati qui se tirent toujours là pour devant. Ensuite, on a les deux New York à égalité de points, même nombre de différences et même nombre de journées. C'est un truc de fou. Charlotte, 5e, qui se replace bien. C'est extraordinaire ce qu'ils font, mine de rien. Je les attendais pas là. Toronto, 6e, mais c'est leur place actuellement, je pense. Columbus qui a 3 matchs en moins sur certains, donc ils vont pouvoir peut-être revenir dans le top 4. Philadelphie qui est aux portes pour en manquer barragiste. C'est pas mal pour eux. Ils se relancent. DC United, ça se tape avec Nashville pour le moment. Et enfin, on a Orlando, Montréal, Atlanta et Chicago qui vont se taper en tout cas pour les barrages jusqu'à la fin, je pense. Thomas, on repasse à la conférence Ouest désormais. Et donc, Salt Lake qui domine largement. Mais attention, l'AFC pas loin derrière avec un match en retard. Minnesota et le Galaxy sont aussi derrière et Minnesota a surtout 2 matchs en retard. Enfin, on a Vancouver qui se place bien, mine de rien, qui est un peu les troubles faits, qui est bien placé, sans faire trop de bruit du côté des 5e. Austin, bon, qui a perdu, mais qui est plutôt bien placé par rapport à ses concurrents directs pour le moment. On a Colorado et Houston qui se tirent la bourre, aussi Portland qui est barragiste. Et enfin, on a Dallas, Saint-Louis et Seattle qui vont sûrement jouer les barrages, mais San Jose Sporting, ça va sûrement se taper pour la dernière place. Voilà pour nous, c'était tout pour nous. L'émission aura duré 1h30 presque. On vous remercie d'avoir été fidèles. Et puis on se dit ciao à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures en MLS. On n'aura que 4 matchs à débriefer, donc ça devrait être plus rapide. Ciao ciao.